3. Donc, vous avez compris, ce n'est pas un journal, donc gardez ça bien en tête, mais ce sont des souvenirs à chaud, donc des mémoires à chaud qu'elle va écrire en cachette. Et dans quelques minutes, vous allez voir aussi l'histoire vraiment incroyable, comme disait Sylvia, pas uniquement de ce témoignage, qui est vraiment cette histoire remarquable, mais aussi de l'histoire de ce témoignage, comment il a été publié, comment il a été après tombé un peu dans l'oubli, comment il a ressurgi en plusieurs langues, et ça 70 ans plus tard. Donc on va essayer de faire, voilà, on va un peu basculer dans l'histoire. Mais tout d'abord, j'ai quelque chose de très personnel, enfin, et très sincère à vous dire. Donc Yanina, vraiment c'est une personne qui force l'admiration, et c'est pas pour son passé, c'est pas uniquement pour une action, c'est pas uniquement pour ses engagements, elle est très engagée, c'est pas uniquement pour ce qu'il a écrit beaucoup dans son enfance, mais aussi après, dans sa carrière, il va beaucoup écrire. Mais c'est vraiment, comment dire, c'est tout un ensemble, ce petit ensemble très compact menu, mais qui est très solide et très fort, et qui est vraiment immense. Et c'est un ensemble, enfin c'est tout un être qui pour moi est vraiment l'essence, l'épicentre, est bon et beau. C'est rare de rencontrer des personnes comme ça, on peut ne pas toujours être d'accord avec eux, c'est très bien, c'est d'ailleurs tant mieux, parce que ça ouvre une discussion, on peut parler, mais c'est, disons, en yiddish, il y a un mot, c'est un mensch en féminin, donc c'est vraiment de la bonté humaine, ça vous inspire, ça vous inspire à, voilà, vous savez que les valeurs sont vraiment des valeurs qu'on veut toujours avoir dans notre humanité. Voilà, c'était un mot du cœur, et j'ai été amenée à rencontrer Elina dans mon travail donc, du mémorial. C'est un travail donc, de faire des rencontres, des projections, et on est amené à rencontrer beaucoup de témoins. Alors, je n'aime pas non plus parler des témoins comme une catégorie, parce qu'il y a un témoin, mais après, ils ont beaucoup d'autres choses dans leur vie. Ils sont aussi beaucoup d'autres choses dans leur vie. Ils ne sont pas uniquement témoins. Et Yanina, en plus, dans cette catégorie de témoins, elle est atypique, elle est hors norme. Et c'est ce qui fait aussi son charme, ce qui fait aussi son caractère très particulier. Et ce qui est surtout une grande découverte. Et c'est très original et c'est très inspirant. Enfin, ça l'a été en tout cas pour nous. Alors, comment était la rencontre ? Très brièvement, en 2012, le Mémorial a présenté une exposition sur le sort des enfants dans la Shoah. Donc on a fait des recherches un peu partout et on a été amené à voir qu'il y avait déjà quelques extraits d'un texte que écrivait cette Jeannette H, cette petite fillette à 12 ans à Lvov. Et on nous avait dit que ce témoin vit bel et bien en Israël, à Haïfa. Je suis allée la rencontrer. Je vous assure que dès la première fois que j'ai eu un téléphone, sa voix annonçait déjà la voix en disant qu'il faut absolument que cette personne témoigne au mémorial. Je peux aussi dire qu'après, c'est un grand mot, mais on est devenus vraiment amis. Je pense que c'est rare qu'on peut le dire. Je pense aussi que c'est vrai. Et donc, Yanina est venue témoigner au mémorial. C'était une longue séance. Puis, c'était de là qu'est venue la promesse de travailler sur le texte et d'essayer de le publier. Entre-temps, il y a eu beaucoup de découvertes que vous allez voir en parlant et aussi à travers les films qu'on va vous montrer. Peut-être pas dans l'intégralité, parce qu'il est quand même tard. Les films est long, on va essayer de vous montrer au moins une bonne partie du film, celle qui surtout touche notre sujet aujourd'hui, qui est vraiment le témoignage de Yanina. Parce que le film parle aussi de beaucoup de mémoires en Ukraine, c'est assez vaste, donc il y a beaucoup d'aspects à travers lesquels on peut aborder les sujets. Et donc, entre-temps, il y a eu beaucoup de découvertes sur ce témoignage, sur les écrits, et on a réussi récemment avec Judith Lyon-Camp et grâce à Catherine Cocchio, qui dirige cette collection chez Classique Garnier, de publier en français le texte de Yanina, qui a été tout d'abord publié en polonais. Mais on va vous expliquer tout cela calmement et en essayant de vous expliquer justement les différents maillons de la chaîne, ce qui n'est pas toujours très évident parce que l'histoire est complexe. Mais commençons par les débuts, par les commencements. Et avant que je commence, avant tout, peut-être Yanina voudra nous dire quelques mots avant qu'on commence à raconter un peu l'histoire de ce que
voulais remercier que vous avez invité de parler. Je suis très émue, puisque mon métier, c'était chimiste qui travaillait en recherche, pas enseignant. Alors, j'ai un peu peur d'être devant le public. Alors, il faut que je vous dise ça dès le début. Vous étiez à Rabat? Vous étiez À Technion, à l'Institut de Weizmann et aussi à l'Université de Munich, en Allemagne. Au début, peut-être, il faut que je vous dise que ce n'était pas facile pour moi d'aller travailler à Munich, en Allemagne. Et je suis très contente que j'avais fait ça. On a chez nous des écoles qui font une collaboration entre les enfants, entre les élèves israéliens et les élèves allemands. Et une fois, je suis devant ce mélange des enfants israéliens et allemands à Haifa, et je me pensais, comment c'est possible que maintenant ces deux groupes peuvent être assis l'un près de l'autre. Avant 70 ans, je ne pouvais pas imaginer une telle situation. Mais ça me donnait un grand espoir que aussi chez nous, en Israël, en Moyen-Orient, on aura paix. Les Israéliens et les Arabes vont vivre ensemble, puisque seulement ça, c'est un espoir qu'on peut vivre sans de guerre qui se répète chaque quelques années. Voilà. Merci. Alors, Yannick a toujours en très peu de mots dit tellement de choses. Et là, il nous a même vraiment fait la quintessence de ce qui fait la force de Yanina et qu'on peut le trouver tout au long de son histoire. Je veux dire, avant même que vous connaissiez cette histoire, imaginez que même lorsqu'elle est en Pologne, après la guerre, immédiatement après la guerre, puisqu'elle va être sauvée juste avant par la résistance aussi polonaise, elle va chercher chez les Polonais ceux qui ont résisté, chez ceux qui ont été différents des autres, donc, que ce soit une minorité, certes, mais c'est dans cette minorité qui va lui donner l'espoir de continuer et de penser que peut-être c'est possible malgré tout ce qui a été fait et laissé, et elle est la première à le savoir. C'est ce qui fait justement qu'en Israël, après, lorsqu'elle vit et lorsqu'elle termine sa carrière de chimiste, qu'elle venait de dire, elle va à la retraite penser aller après en Allemagne pour faire des recherches sur le groupe de résistants allemands, la Rose Blanche, donc Sophie et Hans Scholl, et les étudiants et les professeurs qui étaient justement dans l'université où elle a étudié avant, où elle a fait des recherches avant, pour travailler sur ce groupe de résistants étudiants allemands qui résistaient des années 40. Donc aussi la minorité en Allemagne qui résistait, qui était contre. En Israël, elle va chercher aussi à dialoguer avec les Israéliens, avec les peu des Palestiniens mais pour qu'il y ait justement quelque chose de différent. Elle va dénoncer aussi, c'est ce qu'elle pense qui n'est pas bien, mais c'est justement ça qui fait vraiment la force de Yanina et sa particularité. Et lorsque les éditions sont publiées, les éditions vont paraître, on va en parler dans les années 2000, en plusieurs langues, elle va insister qu'il y ait toujours un épilogue qu'elle va écrire le moment même où l'édition est publiée, un épilogue qui d'une part relie le passé au présent et qui laisse une ouverture vers le futur, et
a un épilogue où elle va raconter ce qui est passé après la guerre, parce que la vie, heureusement, n'est pas terminée avec la guerre. Et tant qu'il y a la vie, donc elle a encore l'espoir, elle peut encore continuer. Donc, le dernier mot même de l'épilogue, c'est que malgré tout ce qui peut se passer et qui se passe et qu'elle peut dénoncer en Israël, elle dit « Le cri de manifestation juifs et arabes refusent d'être ennemis, mais donnent du courage et m'inspirent de l'espoir. » Donc ça, c'est le dernier mot de son épilogue. Alors revenons un tout petit peu, si on essaiera à deux voix, je sais que c'est un exercice toujours difficile, mais vous raconter avant de vous montrer le film, un peu pour que vous puissiez savoir dans quel contexte difficile et dans quelles conditions particulières elle va écrire ses mémoires, qui sont à la fois, je vous dis, donc c'est vraiment par rapport au témoignage que je connais, donc c'est déjà en soi un témoignage très particulier, très unique, notamment par la précision de détails que Yanina, donc, à 12 ans, nous délivre. Et donc ça, c'est très important en tant que témoignage direct de la Shoah, comme tout témoignage direct de la Shoah qui est important. Et en même temps, l'histoire de ce témoignage nous renseigne aussi et nous permet d'avoir l'histoire des témoignages, comment le témoignage est publié et qu'est-ce qu'il y a aussi derrière un témoignage qui est publié. Donc ça, on va voir. Donc ça renseigne aussi sur l'histoire et l'historiographie du témoignage. Donc Yanina, on se tutoie parce qu'en hébreu ça n'existe pas, on ne va pas faire semblant. Donc tu es né en 1931 à Lvov. Tu veux nous raconter quelques minutes l'enfance avant 1939? Dès que la Seconde Guerre mondiale éclata, c'était les Russes qui sont entrés en Lvov. Puisque Lvov, c'était à l'est de Pologne. Lvov, il faut juste savoir, Lvov, c'était quand même une ville, c'était la troisième grande ville de Pologne à l'époque de judaïsme. Donc il y avait 100 000 juifs sur 340 à peu près de la population. Donc la troisième grande ville juive en Pologne. Et le père d'Yanina, peut-être un autre. Mon père était rédacteur en chef d'un journal sioniste dans la langue polonaise, Chwila, moment. Lui, il quittait Lvov, il essayait de s'enfuir, mais au moment qu'il a appris que ce n'est pas les Allemands qui ont entré à Lvov, mais les Russes, il se décida de retourner. En retournant, c'était le risque que l'on emprisonnait. Il était en Lvov quelques mois et après dans l'Union soviétique en prison et ils ont le libéré 3 mois avant que les Allemands ont attaqué l'Union soviétique en 1941. Voilà, de 1939 à 1941. Donc Yanina, tu vis à Lvov avec ta mère, c'est ça? Le père est en prison. Donc, durant ces 2 ans, bien évidemment, les conditions sont très difficiles. Ta mère essaye de donner de nourriture à ton père, c'est des conditions de guerre. Mais ce n'est pas encore ce qui va se passer après 1941. Donc, dans ces moments de la soviétisation de Lvov, il y a encore des écoles, pas des écoles hébraïques, donc pas de culte, mais il a continué encore à aller à une école polonaise, n'est-ce pas, même des cours de danse. Dans ces 2 ans, mais tout bascule en 1941, n'est-ce pas? Tout va commencer à basculer en 1941. Mais les Russes ont invité les Juifs à rejoindre la Russie, non? Alors, il y avait justement, donc on pouvait ou être russe, donc il fallait choisir ou être russe, ou donc prendre la nationalité, ou justement être, en fait, paradoxe, c'est que ceux qui ont été sauvés, c'est tous ceux qui ont été expulsés ou déportés en Sibérie. Donc, de tous ceux qui sont rentrés en Sibérie, le retour après les rapatriements en Pologne en 1945,
c'est ces personnes-là qui a le plus de survivants. Donc ça, c'était les paradoxes. Donc il y avait des gens qui, en effet, en 41, choisissaient la nationalité russe ou choisissaient de partir, ou après, en 41, choisissaient d'être dans la partie allemande, les ghettos allemands, ce qui était, condamné, donc leur sort. Mais on va continuer peut-être avec... Donc en 41... 41 juin, avant que les Allemands soient entrés, avant que les Russes ont quitté Lvov, ils ont mis en fait toutes les prisons dans la ville et la plupart des Ukrainiens les prisonniers ont trouvé la mort. Alors, dès que les Allemands sont entrés, les Ukrainiens voulaient se venger. Et mon père, comme un bon journaliste, m'a pris matin, ce premier jour que les Allemands étaient dans la ville, on a sorti pour voir comment est la ville sous les Allemands. Et ce qui s'est passé, que dans ce premier jour, les Ukrainiens ont fait un grand pogrom. Ils ont attrapé des Juifs sur la rue ou même les tiraient des maisons, ils les apportaient aux différentes prisons pour nettoyer des morts que les Russes ont laissés. C'est une histoire un peu compliquée, mais vous avez compris. Donc, en fait, il y a beaucoup d'autres... Les soirs, ces Juifs sont retournés à la maison. Pourtant, il y avait seulement une prison duquel personne n'est pas rentré. C'est-à-dire, ces Juifs qui étaient là, ils étaient tués. Parmi eux, c'était mon père, le premier jour de l'occupation allemande. Les Allemands étaient intéressés le plus vite que possible d'avoir des Judenrat, organiser Judenrat, pas. Juste avant, parce que vous allez le voir dans le film, juste avant les Judenrat, oui. Je vais parler très fort, hein, voilà. Il y a juste un moment très important, c'est les moments donc, que Yanina a mentionné, donc l'arrivée des Allemands et ces découvertes de cadavres, donc les Juifs sont accusés. Il y a l'énorme pogrom que vous connaissez sans doute, le terrible pogrom de Lvov, qui est de juin plutôt 41. Il y a un deuxième en juillet, mais en juin 41 c'est 4 semaines de pogrom où 4000 Juifs sont assassinés, les femmes sont violées, et c'est tristement documenté. Et ce sont des images assez frappantes que vous allez voir au début du film, parce qu'ils ont été filmés par les Allemands. Donc c'était les Allemands qui ont photographié comment les Ukrainiens donc, ont fait des pogroms, et bien sûr ils ont participé aussi à ces pogroms. Et donc à partir de ces moments-là, après juillet, il y a un deuxième pogrom, là commence toute une série de mesures allemandes à Lvov. Le premier Judenrat à Lvov, l'homme qui était à la tête du Judenrat, était Yakov Parnas. C'était... Peut-être... C'est la famille de... Parnas. La famille... Parce que mon père c'est de la Hongrie, et puis après... Un jour il faudra chercher. Les Allemands, en septembre, ils ont fait le début des camps de concentration à Lvov, qui s'appelait Janovska, puisqu'il était à la fin de la rue Janovska. Et ils demandaient des Judenrat de donner 500 gens jeunes pour les camps. Et c'était Yakov Parnas, Dr Yakov Parnas, qui a refusé. Alors, on les tuait tout de suite. Il faut savoir que
il y avait opposition de début à Judenrat, de Judenrat aux Allemands. Aussi, on a fait la police juive était créée, mais cette police juive a aidé aux Ukrainiens et aux Allemands à attraper les Juifs. Et la police juive n'a pas laissé de mémoire, pas du tout. Et le second homme qui était à la tête de Judenrat, c'était Adolf Rothfeld. Il était dans un bureau seulement 3 mois et il était mort. Il ne pouvait pas supporter ce qu'on demandait de lui. Le troisième, Henrik Landsberg, lui, il collaborait. Et quand, encore une fois, on demandait de lui de donner des gens qui sont pauvres, qui acceptaient la soupe, une aide de Judenrat, c'était les rabbins des différents courants qui s'opposaient. Mais Landsberg, les Allemands ont commencé une action. C'était le début de 1942, quand il y avait déjà, quand on a décidé déjà sur la Oui, la solution finale.